Bienvenue à tous et bienvenue à Fashion Preview, la semaine de mode des créateurs de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous pour une troisième édition numérique qui a lieu ici même sur fashion-preview.ca. Mais je n'ai pas besoin de vous le dire puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes sur le site. Mon nom est Lolita Dandois. Je suis journaliste et chroniqueuse mode. J'ai aussi un blog qui s'appelle fashioneverywear.com. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'industrie, que j'ai la chance de travailler dans l'industrie. Et une des raisons pourquoi j'aime tellement l'industrie de la mode à Montréal, c'est que je croise beaucoup de gens créatifs, beaucoup de gens inspirants, beaucoup de gens passionnés par ce qu'ils font. Et parmi tous ces gens, il y a des stylistes qui font un travail extrêmement important puisque c'est leurs images qu'on voit passer. Souvent, on ne sait même pas que c'est eux, mais c'est eux qui les créent. Donc, on voit ce qu'ils font, mais on les entend rarement parler. Et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais leur donner la parole, leur donner la parole pour démystifier le métier de styliste. On a souvent une idée qu'être styliste, c'est un métier qui est ultra glam et ça peut l'être. Je ne suis pas en train de dire que ça ne l'est pas, mais il y a aussi beaucoup de travail, énormément de travail en arrière de ça. Il y a un avant et un après stylisme quand on regarde le résultat final qui peut être une page couverture d'un magazine, un défilé ou quoi que ce soit. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux qu'on voit comment le métier de styliste s'est transformé parce que dans les dernières années, il s'est beaucoup transformé. Et j'ai plusieurs invités avec moi pour parler de ce merveilleux métier. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Je vais commencer par Louise Labrec. Donc, Louise, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être là. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir aussi. Puis la raison pour laquelle je t'ai invitée, c'est parce que quand on parle de stylisme, tu es une incontournable. Louise, ça fait 30 ans, plus de 30 ans en fait, qu'elle évolue dans l'industrie et dans le métier. Je dis styliste, mais dans son cas, styliste, ça veut aussi dire conseillère en image, ça veut dire animatrice, ça veut dire chroniqueuse mode, ça veut dire auteur. Elle a aussi créé l'Académie Avec Style, qui est une académie de stylisme, donc où elle a diplômé plusieurs stylistes. Elle donne aussi des conférences, des panels, des cours au grand public et a l'occasion aussi de conseiller donc des clientes qui font partie justement de ce grand public-là. Donc, Louise, merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Et on a Simon Venn. Bonjour, Simon. Bonjour, Lolita. Merci de l'invitation. Ça fait très plaisir. Toi aussi, je voulais vraiment t'avoir avec nous parce que j'ai la chance de voir ton travail et de te côtoyer depuis une bonne dizaine d'années. Il y a 12 ans, tu as commencé comme assistant styliste et ça fait maintenant 8 ans que tu évolues à temps plein comme styliste. Et pour toi aussi, styliste, ça ne veut pas juste dire styliste, ça veut dire toutes sortes d'autres choses. Donc, tu bouges beaucoup, tu navigues entre les plateaux télé, les backstage de défilés, les sessions photos, tu travailles proche avec certains créateurs et aussi avec certains magazines. Donc, on va pouvoir parler de tout ça avec vous deux. Merci beaucoup d'être là. Et je veux aussi mentionner, en fait, si vous avez vu passer l'invitation sur les réseaux sociaux, on devait avoir une troisième invitée, Mademoiselle Jerry, donc Gérardine Jeune, que je voulais avoir aussi parce qu'elle a une perspective différente sur le métier. C'est quelqu'un que je suis et que j'admire beaucoup, mais elle est en ce moment sur un contrat de stylisme et je pense que vous le savez tous les deux, le stylisme, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de choses qui se passent très vite et malheureusement, elle a eu un imprévu, elle ne peut pas se joindre à nous, mais elle tenait à s'excuser et nous, on tenait à lui dire qu'on était bien déçus de ne pas l'avoir, mais on espère pouvoir se reprendre. Donc, Louise, je veux commencer avec toi parce qu'une des raisons pour laquelle tu es avec nous, c'est comme je le disais tout à l'heure, je l'ai mentionné vite, c'est que tu es aussi auteur et j'ai à côté de moi, donc, ton dernier livre, Vos vêtements parlent, exprimez-vous avec style. Donc, ce livre-là vient de sortir il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. Sortir dans la pandémie. En pleine pandémie. Pleine pandémie. Et donc, c'est un livre que tu écris après un premier qui, si tu peux dis-moi un peu le titre. Je sais que ça a été un best-seller, c'est un livre qui a été très bien reçu, mais rappelle-nous un peu quel était ton premier livre. Le premier livre, c'est Avec style, qui a été écrit il y a 10 ans. Je touche vraiment, j'étais allée à la presse à l'époque, puis je voyais que je me suis servie de toutes les
de ce que j'avais besoin pour habiller les gens et puis pour écrire dans la presse toutes mes belles chroniques et mes belles recherches. Et j'ai tout mis ça dans le livre parce qu'il y avait un besoin de ça. Il n'y avait pas de livre comme tel. Alors, on trouve la silhouette, les couleurs, tous les trucs de métier, de styliste. Et bon, les écoles de mode s'en servent comme livre de référence. Et là, j'ai écrit mon dernier, qui est comme la suite parce que présentement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient me voir parce qu'ils me disaient, Louis, j'ai pas de style. Alors, je me dis, il y a un besoin de ça. Avec tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit dans les magazines, le style vestimentaire devient tellement important. Puis ça, on va certainement en parler plus avec toi tantôt. Donc, dans ce livre-là, je démystifie comment le vêtement peut nous aider à être nous-mêmes. Comment le vêtement, bon, il envoie des codes, il parle parce qu'on est capable de déceler une personnalité en voyant le vêtement. C'est la première chose qui apparaît. Et le vêtement peut vraiment nous épauler. Alors, c'est comment arriver à se servir de notre style vestimentaire pour qu'il soit nous-mêmes, pour qu'ils envoient le bon message, le message qui dit, hey, moi, je suis bien et je vais être forte et je vais aller de l'avant. Et c'est ça, le livre. Alors, j'ai plein d'études, de trucs. Je parle des styles, de tous les styles vestimentaires avec un peu d'histoire dans tout ça, l'historique de chaque style vestimentaire, qui est quand même assez complet. C'est comme je dis, c'est la suite. Oui, non, c'est ça, j'ai eu la chance de le parcourir et effectivement, c'est très complet. Tu me fais penser en parlant de style personnel, puisque c'est le sujet de ton livre, à quelque chose que moi, je trouve super important, c'est que pendant longtemps, on avait beaucoup tendance à catégoriser. Les gens disaient, je cherche à être tel style. Et aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on veut tous être uniques, on veut tous se différencier avec son style. Et je suis très contente que tu écrives là-dessus parce que justement, quand je cherchais un titre pour notre panel aujourd'hui, je me suis dit, comment est-ce que je vais essayer de traduire ce dont on va parler. Puis finalement, j'ai choisi, le style n'a jamais été aussi éclaté, le métier de styliste non plus. Donc, ça fait 30 ans que tu évolues dans le stylisme, comme je le disais précédemment. Quand on vient de voir aujourd'hui, pour se faire aider à trouver son style, pour refaire sa garde-robe, peu importe quelle est la raison, est-ce que tu sens que ce qu'on te demande a changé? Est-ce que les besoins ont changé? Est-ce que les objectifs sont différents que quand on venait de voir il y a, admettons, 20 ans? Écoute, je trouve que maintenant, il y a une approche qui est différente. Les gens viennent toujours pour se sentir bien. Ils viennent pour dire, écoute, moi, j'ai un besoin, je ne sais plus où je suis dans le vêtement. Avant, ce qui arrive, on avait comme le vêtement qui était comme tel. Maintenant, c'est que ce vêtement-là devient un tout avec notre personnalité. Puis c'est ça que les gens réalisent avec tous les médias sociaux, avec tout ce qu'on voit. Puis notre métier devient très important. Avant, il était peut-être, bon, tu étais styliste, tu magasinais, tu vas me chercher des vêtements. Maintenant, c'est plus ça. C'est vraiment de créer, d'aller chercher l'essence même de la personne pour la faire ressortir, la faire jaillir. Parce que moi, je touche tout ça. Oui, j'ai habillé les vedettes il y a plusieurs années. Maintenant, je me concentre plus vers la personne monsieur, madame, tout le monde, mais on va dire la personne plus populaire, que ce soit des personnes du milieu des affaires, de la politique, du milieu, de toutes sortes de milieux, des femmes qui viennent d'accoucher, qui commencent leur carrière, d'autres qui prennent leur retraite. Alors tout ça parce qu'on a vraiment la société, parfois par notre travail, nous impose un style vestimentaire qui ne nous ressemble pas. Donc, c'est comment joindre les deux pour être soi-même puis être authentique. Alors, c'est ce que j'explique dans mon livre. Puis maintenant, c'est ça que les gens viennent chercher. Ils disent, Louise, aide-moi à trouver c'est quoi, comment je peux m'identifier, mes vêtements peuvent me ressembler. Puis Simon, toi-même, si tu ne fais pas du stylisme auprès du grand public, si disons qu'on va utiliser ce terme-là, et tu travailles avec des personnalités, est-ce que tu trouves aussi que les choses ont changé par rapport à ce qu'on te demande et par rapport plus largement à ton métier dans les 12 années dans lesquelles tu évolues, que tu évolues dans le métier, pardon? Ben, je pense que oui, un peu comme le mentionnait Louise, en fait, c'est que je pense que les connaissances des gens, autant du public que des personnes du milieu de la télévision, célébrités, chansons ou quoi que ce soit, la connaissance est rendue différente aussi. C'est des gens qui sont aussi sur les réseaux sociaux, qui voient des inspirations de look à tous les jours. Donc, ils ont
moi, je trouve que les personnalités que j'habille ont des fois beaucoup plus d'idées, en fait, qu'avant, ont beaucoup plus de connaissances par rapport à la mode qu'avant. Je pense que, comme le mentionnait Louise aussi, je pense que c'est la même chose. On recherche une authenticité, on recherche une personnalité, on veut bien s'identifier. C'est à un moment aussi où les personnalités publiques sont de plus en plus proches de leur public, de leurs fans, grâce encore une fois aux réseaux sociaux. Alors, il y a une très grande recherche d'authenticité, de coller à qui on est. C'est sûr de le bonifier. Il y a une expression que moi, j'ai toujours utilisée qui n'est pas vraiment un mot, mais je dirais télégénique. On veut quand même aller chercher un petit step-up de plus parce que oui, on veut vendre un peu du rêve, on veut être inspirationnel, mais ça, les choses ont un peu changé. Aussi, je pense que vu cette connaissance-là, il y a je pense que la formule du travail qui est fait avec des personnalités publiques est un peu différente parce que je vois ça aussi un peu plus comme une collaboration. Chacun de notre côté, des fois, on amène des idées. Je regarde ma plus récente collaboration. En ce moment, je travaille avec Lydia Bouchard, qui est un des 4 maîtres de l'émission Révolution. Puis, souvent, elle aussi a des idées. Elle est sur les réseaux sociaux. Elle suit des personnes dont elle aime le look, dont elle aime l'identité. Donc, tu sais, moi, j'amène des choses, elle amène des choses. On combine ça ensemble et ça donne quelque chose. Je dirais aussi, par exemple, que j'ai l'impression que, encore une fois, vu l'avènement des fameux réseaux sociaux, qu'on a déjà mentionné 52 fois depuis le début, ça reste que moi, je ressens aussi des fois que les attentes et la pression, je dirais, parce que les gens sont vraiment à l'affût de ce qui va se passer. On le sait qu'il va y avoir des commentaires sur les looks. On sait qu'on va se faire demander qu'est-ce que l'artiste portait. Alors, pour nous, je pense qu'aussi, il y a une espèce de course à toujours trouver qui sont les nouveaux designers, qui sont les nouvelles brands en vue, parce qu'on veut être les premiers à les mettre sur quelqu'un. On ne veut pas répéter un outfit qui a déjà été vu. On ne veut pas copier quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette espèce de rat race-là qui est un petit peu intense, que l'attente est comme devenue de plus en plus... les attentes sont de plus en plus hautes. Je ne dis pas nécessairement au niveau de l'artiste même, mais des fois, c'est un peu ce qu'on ressent. On veut livrer quelque chose qui va être intéressant, que le public va aimer. Puis aussi, on a affaire quand même, comme tout le monde, avec tous les commentaires qui vont être dits sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, on veut que l'artiste soit content. On veut, nous aussi, représenter une image, notre signature, montrer quelque chose que nous aussi, on endosse, qu'on apprécie. Donc, je dirais que ce casse-tête-là est encore plus présent, je trouve, dans les dernières années. Ben, c'est clair que quand j'entends ça, je me dis, dans un métier qui est aussi demandant, et tu me diras, Louis, si tu avais quelque chose à ajouter aussi sur ce que Simon vient de dire, dans un métier qui est aussi demandant et que tu rajoutes tout ce que tu viens nous dire, comment est-ce qu'on fait pour trouver assez de temps pour faire tout ça? Je pense qu'il faut être réaliste dans tout ça, mais tu apportais, Simon, le point de la peur, puis de ne pas être à la hauteur. Puis ça, je le remarque. Tu sais, on disait qu'est-ce qui a changé? Je pense que ça, on le remarque beaucoup, beaucoup. C'est la peur, oui, chez une vedette, parce que maintenant, il faut vraiment avoir, on l'a vu chez des vedettes qui ont changé complètement de style pour être encore plus hip, pour être encore plus vu. Mais ça se remarque aussi chez les gens du public aussi. Ils ont peur au bureau. Je reviens au bureau, comment après la pandémie, comment ils vont percevoir mon look. Puis veut pas, on parle qu'il ne faut pas juger maintenant, mais le jugement devient omniprésent. C'est ça qui, moi, je trouve qui est un petit peu triste dans tout ça, là. Puis ça, c'est l'avènement, encore une fois, des réseaux sociaux puis c'est aussi c'est de la confiance qu'il faut avoir. Et nous, notre métier, Simon, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est de donner que notre vêtement donne confiance à la personne qui la porte. Complètement. Et ça, qu'elle soit je ne sais pas, habillée tout en noir ou en bikini, peu importe, que ça soit classique ou excentrique, il faut qu'elle lui donne confiance et que ça, c'est le plus fort. On est un petit peu psychologue, finalement. Oui, c'est ça. C'est quand je disais tantôt que c'est un métier à plusieurs facettes, on s'entend que ça va encore plus loin que qu'est-ce que j'ai. C'est très, très important, cette facette-là, il faut le comprendre. Puis, je te dirais que à 20 ans, j'habillais quelqu'un que maintenant, je ne l'habille pas pareil. Même si le temps a changé, c'est l'approche qui a changé. Ouais. Il faut vraiment aller chercher l'intérieur de la personne parce que s'ils n'endossent pas, quand je faisais du théâtre, puis je mettais, ou du film, quand je mets le costume sur un comédien, et c'est là qu'il
fait vivre le costume, qui a confiance en son personnage, c'est ça le plus fort. Je pense que c'est une réalité, que ce soit avec l'avènement des réseaux sociaux, qu'on parle des gens du public, qu'on parle des gens qui performent soit à la télévision, en spectacle ou quoi que ce soit. J'ai l'impression, moi, qu'il y a des années, les gens, s'habiller, c'était comme, on peut pas sortir tout nu de la maison, donc il faut s'habiller. Puis avec le temps, il y a une conscience qui a été prise là-dedans de non, mon vêtement peut, sans me définir, peut me faire sentir bien, peut me faire sentir, parce que sans dire que tout le monde performe, on performe tous d'une certaine façon, que ce soit si on est avocat puis on s'en va à la course, si on travaille dans un bureau, si on est un artiste qui chante ou un animateur de télé, ça reste que notre vêtement, pardon, fait en sorte qu'on va se sentir bien. Puis tout le monde, puis comme le disait Louise, moi je suis complètement d'accord avec ça, peu importe qui on habille, ça reste que notre premier... Moi, encore dernièrement, des fois, que si on fait un essayage, si on fait quelque chose, puis que la personne qu'on habille, on le voit dans son regard, on le voit dans son non-verbal, que la personne n'est pas bien, on ne met pas ça. On choisit autre chose parce que ça... Même si c'est justement, vu les attentes, vu tout ça, même si c'est le designer le plus en vue en ce moment, c'est la pièce la plus cool, la plus trendy, tout ça, si la personne qu'on habille ne l'endosse pas, ne l'assume pas, puis ne se sent pas bien, ça ne sert à rien de mettre ça sur quelqu'un, parce que c'est ça le but. Je pense qu'à un moment donné, si on prend conscience du pouvoir que notre style, que nos vêtements ont sur nous, notre confiance, notre façon de se présenter aux gens, il faut choisir ça beaucoup plus que le glam, puis le look, puis tout ça, tu sais. Ah, c'est clair. Je suis tellement contente que tu dis ça parce que c'est vrai que cette pression, elle existe, qu'on soit en performance ou qu'on soit dans la vie de tous les jours. Puis c'est important de savoir que votre rôle à vous, c'est pas juste de lancer le truc le plus hot, comme tu viens de le dire, mais de réussir à trouver comment combiner ça, là, cette espèce d'image vers quoi on tend ou qu'on aimerait montrer, et aussi quelque chose dans quoi on se sent en confiance. Je pense que depuis le début, comme tu l'as dit, Simon, on doit avoir dit 50 fois le mot réseaux sociaux. Puis je pense que c'est le bon moment pour présenter des choses qu'on voit justement sur vos réseaux sociaux. Louise, j'ai choisi quelques images sur ton compte Instagram, donc Louise Labrec. Quelques images que je trouvais qui étaient représentatives de ce que tu fais. Puis je trouve ça important de les montrer parce que je trouve que juste en regardant ton Instagram, on peut voir comment on peut porter plusieurs styles. On peut se sentir bien dans plusieurs styles, mais il faut les comprendre. Il y a toujours un peu une explication, comme l'image qu'on voit en ce moment t'explique comment on peut prendre une robe de soirée, qui est ce que tu portes en dessous, mais déconstruire son look en ajoutant, par exemple, un haut, un pull à capuchon. Et on pourrait croire que Louise Labrec, on ne verrait pas avec un pull à capuchon, mais tu réussis vraiment à bien le faire. Et je vais te laisser continuer à commenter en montrant d'autres images de ton Instagram. Donc, vraiment des looks qui sont accessibles selon moi. Oui, ben moi, c'est ça, c'est cette approche-là un petit peu plus accessible, mais aussi avec toujours un souci pour moi de recherche au niveau des coupes, pour moi, la silhouette est très importante, puis qu'on soit toute forme. Je touche beaucoup la diversité corporelle, que ce soit, j'ai même élaboré une méthode, le VIAXHO, en fait, c'est des lettres. Puis, c'est d'aller trouver les petits détails comme ici, c'est des pantoufles en fourrure. Tu sais, les petits détails qui vont faire juste un petit oomph de plus qui peut être, tu vas te sentir un petit peu à la page, mais aussi bien dans ta peau. C'est vraiment ça. Puis pour moi, les couleurs aussi sont très importantes avec la palette pour que la couleur convienne à ce que tu veux donner comme message, mais aussi à qui tu es aussi avec ta carnation. Et quand on voit ces images-là que tu crées pour tes réseaux sociaux, est-ce que toi, de ton côté, tu sens une pression d'être sur les réseaux sociaux? Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus tellement importants que ça peut faire la différence entre choisir quelqu'un pour un contrat ou pas. Ça arrive aux mannequins qui disent... qui savent qu'ils doivent absolument avoir un grand reach pour pouvoir être choisis. Est-ce que toi, tu ressens cette pression-là ou c'est vraiment tout à fait personnel où tu aimes faire ces shoots et ça te permet de continuer à passer ton message de manière encore plus claire?
Ben, je pense que, bon, veut pas, il y a toujours une pression parce que si on n'est pas sur les réseaux sociaux, les gens nous verront pas. Donc, Mmh. c'est important d'avoir des belles images parce que le Facebook n'est pas la même chose que l'Instagram. C'est deux choses très, très différentes. L'Instagram, pour moi, c'est plus image et le Facebook, il y a quelque chose d'un petit peu plus personnel où je me dévoile un petit peu plus. Comprends-tu la différence? Ouais. Et puis, pour moi, je m'amuse, oui. Je m'amuse à jouer un petit peu à, à faire le mannequin, mais ça va au-delà de ça. Pour moi, mon Facebook, mon Instagram, c'est pour vraiment donner, dire qui je suis, mais de façon plus fashion, tandis que l'autre devient un petit peu plus personnel. Puis c'est Ouais. même pas le marché de toute façon. Oui, Simon, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, en fait, moi, je voulais juste dire que je trouve ça intéressant. En fait, tu le dis un peu à la blague, Louise, mais j'aime bien le fait que justement ce soit toi sur ton Instagram parce que Ah, merci. je pense que pendant longtemps, il y a eu cette vision-là aussi du style et de la mode et de care à propos de son look, que c'était juste pour une certaine classe de la société ou un certain corps ou une certaine image ou quoi que ce soit. Je pense que s'il y a une des choses qui est positive des réseaux sociaux, tu sais, tantôt on parle aussi de la diversité, tout ça, ça nous permet de voir, je pense que quelqu'un, tu sais, quand comment je pourrais dire ça, quand on prêche pour notre paroisse, mais tu sais, t'es quelqu'un qui donne beaucoup de conseils, tu sais, en tant que styliste, on va donner des conseils de style, on va dire des idées, mais là, en plus, on te voit les appliquer, on le voit tout de suite, on comprend ce que ça donne, tu sais, tandis que c'est pas sur quelqu'un d'autre, c'est très réaliste, puis on le comprend mieux, je trouve. Puis ça, je trouve que c'est une bonne affaire des réseaux sociaux, tu sais, ça nous permet de voir toutes sortes de gens qui vont nous donner, tu sais, qui vont présenter des looks, mais on le voit, on le comprend, c'est là, c'est pas juste sur une mannequin qui a l'air de tel, tu sais, tout ça. Mhm. Je pense que c'est un bon apport, en fait. Ben oui, je suis d'accord Merci. avec toi. Puis là, tout à l'heure, une des choses qu'on a mentionnées aussi, c'était la pandémie. La pandémie, on s'entend qu'elle a beaucoup affecté notre milieu. Et j'ai vu, Louise, que tu étais très active à offrir de la nouveauté sur ton site. Tout à l'heure, je parlais du fait que, bon, tu avais une boutique en ligne. Maintenant, ici, on voit qu'on peut réserver notre rendez-vous pour avoir une séance avec toi. Donc, de quelle façon est-ce que la pandémie t'a affecté? Puis, comment est-ce que tu t'es réinventé si c'est le cas? Écoute, c'est particulier ce que tu dis parce que quand la pandémie est arrivée, moi, ici, je recevais dans mon studio une trentaine de personnes. Je fais des ateliers, OK? Et je réunissais ces femmes-là. Puis, donc, quand la pandémie est arrivée, je dis, oh mon Dieu, puis je commençais là, dans le mois qui suivait, c'était les ateliers. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai commencé à faire du Facebook où je parlais aux femmes. Je parlais aux femmes, bon, ben écoutez, on va faire du ménage de garde-robe, on va faire ci, puis on va faire ça. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est donc insignifiant, c'est donc non, c'est donc futile ce que je dis avec toutes les morts puis toute la pandémie qu'il y avait. Et les femmes m'écrivaient: «Non, Louise, continue à nous parler parce que tu nous fais du bien. Tu nous parles, tu nous fais rêver, tu nous sors de notre de cette pandémie et tu nous amènes vers des choses concrètes de tous les jours. Anyway, il faut qu'on s'habille. Alors continue à comme ça». Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans leur quotidien, si tu veux. Et j'ai fait une boutique en ligne pour vraiment plus promouvoir. J'ai fait plus de réseaux sociaux. Je me suis vraiment investie dans ça. Et puis, écoute, il y a un résultat qui a émané de tout ça. Et toi, Simon, est-ce que de ton côté, de quelle façon est-ce que ça t'a affecté? Est-ce que ça a poussé ta créativité, par exemple, en faisant plus de shooting créatif que tu faisais pour ton propre plaisir? Est-ce que ça a ouvert des nouvelles portes, des nouveaux projets? Comment ça s'est passé? Mais en fait, je pense que ça nous a tous, un peu comme le mentionnait Louise, en fait, je pense que ça nous a tous obligés à réfléchir à notre métier beaucoup. Parce qu'en fait, moi, je dirais que de façon un peu paresseuse, je suis assez privilégié pour dire que j'ai pu profiter du confinement pour vraiment, nous, tu sais, tous les plateaux de télé ont arrêté, toutes les sessions photos ont arrêté, tout ça. Alors, ça a été un moment vraiment plus de prendre une pause puis de réfléchir à tout ça. Mais à un moment donné, la réflexion est venue, en fait, de voir tout ce qui arrivait, de se dire, mais on va retourner à quoi comme métier, en fait? Ça va être quoi notre métier? Puis au début, ben, avec, tu sais, puis encore une fois, j'ai dit ça, puis j'ai mentionné le mot privilège parce qu'on fait un métier, comme la bonne expression dit, on sauve pas des vies, là, tu sais, je veux dire, mais on est revenu quand même à des conditions
porter la protection, à devoir de tout désinfecter. Ça a changé énormément nos façons de travailler. Là, on est revenu presque à la normale, je dirais, mais c'est sûr que ça a changé notre métier. Ça reste que nous aussi, notre matière première, ben, c'est les vêtements, c'est les boutiques. Alors là, on s'est retrouvés à devoir... Moi, à l'époque, pendant le confinement, j'avais un animateur télé qui devait retourner à la télévision pendant le confinement. Tout était fermé. J'ai dû commander en ligne, mais veux pas, vu l'approvisionnement à un certain moment, il n'y avait plus de nouveautés qui rentraient même en ligne parce qu'il n'y avait pas de nouvelles marchandises qui rentraient. Alors, on s'est retrouvés à... Puis ça aussi... Tantôt, on parlait là, de faire rêver, d'être inspirationnel, tout ça. Mais nous, comment je pourrais dire ça, la mission a quand même changé aussi à ce moment-là parce qu'il y avait cette notion-là de dire, bon, cet animateur-là s'en va à la télévision pour essayer d'un peu donner un moment de détente aux gens le soir, de déconnecter, bon, les enfants, le travail à la maison, tout ça. Moi, je peux pas habiller cette personne-là dans des vêtements à 2000 $ puis qui flashent avec son look parce que d'une certaine façon, tu dis en ce moment, il y a des gens à la maison qui se demandent comment ils vont nourrir la famille, comment ils vont payer le loyer, tout ça. Fait qu'il y a comme eu des ajustements à faire aussi à ce niveau-là, de se dire, bon, mais comment oui, il faut qu'il présente une image soignée, mais comment on fait pour pas non plus que ce soit comme un peu de l'insubordination quasiment. Là, fait il y a quand même eu beaucoup de réflexions qui sont arrivées par rapport à ça. Je pense que ça nous a fait aussi comprendre à quel point on est chanceux de faire ce métier-là, puis quand on est retourné, de pouvoir y retourner. Mais même à ce jour, je te dirais que moi, il y a des clients que ça a pris un certain temps avant qu'ils reviennent parce que les budgets marketing n'étaient plus là. Puis on a vu aussi beaucoup de boutiques fermées, on a vu beaucoup de politiques changer en magasin. Il y a moins de marchandises. Moi, je me rappelle quand on est retourné en boutique, bien, tous les magasins, les achats qu'ils avaient faits, c'était des cotons wattés. Oui, non, c'est clair, ça a complètement Partout où transformé. on allait, c'était des hoodies avec des cotons wattés parce que les gens portaient juste ça. Puis même à ce jour, encore aujourd'hui, la plupart des magasins qui fournissaient tous les hommes, mettons, qui travaillent dans des bureaux en chemise-cravate, bien, les achats ont été coupés. Il n'y en a presque plus de chemise. Il y en a presque... Il y a moins de... C'est ça. Les choses... On est sorti d'une partie de ça, mais les choses ont beaucoup changé encore en ce moment. Puis là, Simon, tout le monde doit se demander pourquoi est-ce qu'il y a une photo d'Anne Dorval depuis tout à l'heure sur un cover du Châtelaine alors que Oui. tu expliques tout ce que tu expliques. C'est parce que tu Ouais. parlais du fait qu'on est revenu, on ne savait pas à quoi on allait revenir, quel allait être notre métier finalement une fois qu'on était revenu. Puis moi, ben, je suis tes réseaux sociaux, puis tu partages quand même les projets, certains projets que tu fais. Puis je voulais qu'on regarde à travers ces images-là un peu ce que tu fais, ce sur quoi justement tu es revenu, puis pourquoi est-ce que tout à l'heure on parlait du fait que vous faisiez un métier où on se retrouvait à faire plein de choses. Donc, tu sais, je te laisse évidemment commenter s'il y a quoi que ce soit, mais ici, donc, on voit la page couverture que tu as stylée pour le Châtelaine. C'était, je pense, le 60e anniversaire du Châtelaine, est-ce que ça se peut? Donc, quand même une couverture. C'est un très bon exemple, en fait, ce cover-là, parce que c'est un des premiers, pas les premiers shootings que j'ai fait au retour du confinement, mais en fait, moi, j'ai comme eu la boucle, j'avais fait le cover avec Evelyne Brochu avant que tout dégringole là, au début mars avec l'équipe de Châtelaine. Puis en fait, je les ai revus après le confinement pour faire ce fameux cover avec la grande Anne Dorval. Puis c'est drôle parce que ça a été un moment justement où je pense que la stand photo prend toujours des photos en fait pour le behind the scene, pour le Châtelaine et tout. Puis j'étais presque gêné de la laisser prendre des photos de mes racks parce qu'habituellement, bon, on arrive évidemment avec plein d'options. Puis là, je pense que j'avais peut-être 20 morceaux sur le rack parce les choses n'étaient pas les mêmes, les gens n'avaient pas recommencé à faire des press-stylistes, il y avait beaucoup moins de marchandises en magasin. On était vraiment au retour du confinement. Ça a apporté quand même une belle notion parce que je pense que cette fameuse pandémie-là a fait beaucoup réfléchir les gens à l'économie locale. Oui. Puis en fait, ce cover-là en particulier, là, je mets peut-être le pied dans la bouche, mais si je ne me trompe pas, presque tout ce qui est dans ce shooting-là, c'est des designers locaux ou des détaillants locaux, en tout cas, qu'on a essayé d'utiliser le plus possible. D'ailleurs, là, ben, sur le cover, en fait, c'est un manteau de chez Édition de Robe là, que Anne porte. Puis justement, ben, ça a apporté même à ce moment-là une collaboration. Anne avait amené des pièces vintage qu'elle avait chez elle, qu'elle aime beaucoup, dont une robe et un manteau qui s'est retrouvé dans le shooting.
Oui, c'est ça. Puis il y a une luminosité dans cette page couverture-là quand même. Quand tu dis que c'était le premier shooting au retour de la pandémie, je trouve que ça se sent qu'on avait besoin de ramener de la lumière. Et ici, on voit d'autres travaux que tu fais. Avec le magazine Dress to Kill, on voit des créatifs que tu as fait donc, à ton compte, si je peux dire. Ici, un magnifique shooting que j'avais vu pour le L Québec, pour le camp, si je ne me trompe pas. C'était des femmes qui s'étaient rasées la tête et on voit ici comment le stylisme peut mettre toute l'emphase là où on le veut. On s'entend que ton stylisme est fait exprès pour qu'on regarde le visage, pour qu'on s'arrête à cette magnifique tête rasée, comment les épaules sont découvertes. Donc, je trouvais que ça, c'était vraiment un magnifique shooting. Puis tu parles de marque locale. Oui, vas-y. D'ailleurs, ce shooting-là, c'est un exemple super intéressant parce qu'en fait, en 2020, au moment où tout a comme dégringolé, en fait, on était déjà en discussion, j'étais déjà en discussion avec le L Québec pour faire ce projet-là. Puis malheureusement, vu ce qui est arrivé ensuite, le confinement et tout, ce projet-là avait été mis sur la glace parce que, je veux pas, le concept même à la base était que je pense qu'on a fait 10 femmes cette année. Le concept à la base était d'en faire 20. Puis en fait, c'était de faire une espèce de portrait là, à la Vanity Fair, un peu des covers avec tout le monde ensemble et tout. Puis, vu le contexte, c'était quelque chose qui était impossible. Même cette année, ça a été fait des portraits solo de chacune des femmes, puis vraiment des pauses entre chacune des sessions portraits pour désinfecter tout ça. Il n'y avait pas trop de monde en même temps en studio. Fait que c'est un autre très bon exemple de comment ce truc-là a été... a chamboulé ta réalité. Exact. Puis je termine avec cette image de la campagne de Canuck. Donc, on parlait de collaboration avec des marques locales. Ici, on voit Canuck, qui est une magnifique marque qui, pour moi, s'est réinventée magnifiquement. Puis, j'adore cette image-ci. Et parlant de marques locales, ça me ramène vers toi, Louise. Simon vient de parler comment la pandémie a justement exacerbé cette envie de collaborer avec des marques locales. Il me disait que les magazines avaient tendance à plus demander des marques locales, des créateurs de chez nous, et ça, c'est génial. De ton côté, quand tu conseilles tes clients, est-ce que tu mets justement plus de l'avant des marques de chez nous? Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce qu'eux te le demandent? Voilà. Écoute, s'ils me le demandent, oui, certaines personnes me le demandent, mais c'est plus difficile pour moi. Parfois, je dis parfois, j'essaie toujours d'encourager le marché local ici, mais des fois, je dois aller chercher des pièces de l'extérieur, mais ça reste quand même des compagnies d'ici. C'est des compagnies d'ici qui importent d'ailleurs, mais qui sont d'ici, qui vont travailler le monde d'ici. Donc, pour moi, exactement. Fait que pour moi, ça, c'est important également. Mais je te dirais, oui, il y a un souci de venir chercher des choses qui sont propres au Québec, mais il y a des éléments parfois qu'on ne peut pas au niveau de la chaussure, au niveau des tricots parfois. Il y a des spécialités qui se font ailleurs, mais c'est de plus en plus demandé. OK. Puis toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as l'occasion justement de proposer? Parce que je voyais dans certains de tes choix dans la boutique avec style, puisque c'est toi qui choisis les vêtements qui vont se trouver dans ta boutique, qui sont vraiment des belles pièces, comme tu dis, de détaillants d'ici, de marques d'ici. Puis je trouve que c'est chouette, puisque si tu es à la source d'inspiration de ces personnes-là, puis que tu peux les pousser vers ça, c'est génial aussi. C'est finalement, chacun fait sa part pour encourager à mieux magasiner. Exactement. Puis il faut comprendre que c'est pas parce que juste c'est fait à Montréal, c'est quelque chose qui les autres magasins ou les manufacturiers qui importent également font travailler des gens d'ici. Donc, c'est d'aller chercher une juste balance, je pense, pour qu'on soit, que ça soit d'ici, comme on peut dire. Parfait. Puis tout à l'heure, on a abordé la question de la diversité. Tous les deux, vous avez à travailler avec des corps divers, des personnalités diverses, des gens qui ne sont pas nécessairement des tailles échantillons. Avant, tout ce qu'on voyait sur un cover de magazine ou dans un édito de magazine, c'était des tailles échantillons. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que dans les showrooms où vous faites des emprunts, ils ont aussi évolué de ce côté-là et qu'il y a moyen d'avoir des tailles échantillons à toutes les tailles. Donc, comment est-ce qu'on fait quand vous vous retrouvez dans cette situation où on ne peut pas
emprunter la taille dont vous avez besoin. Comment vous allez chercher, Simon, dans ton cas, puis après, Louise, au niveau des conseils, quand des gens te disent « Ah, j'aimerais avoir ça », mais dans telle boutique, par exemple, où que ça n'existe pas, je ne l'ai pas vu dans ma taille. Donc, je vous laisse tous les deux me parler un peu ça de la diversité. Ben, c'est quand même un enjeu qui est là, puis même encore aujourd'hui, c'est plate d'une certaine façon qu'on ait encore, pas nécessairement en parler, mais que ce soit encore un enjeu, en fait. Parce que, veux pas, vu l'approvisionnement qui est là, si on parle de faire un shoot avec une femme taille plus, ben, c'est sûr que si on prend une femme, l'approvisionnement, ils viennent de faire ça comme ça. Oui. On a beaucoup moins de choix. Puis ensuite, c'est pas juste une question de choix, mais c'est aussi une question de disponibilité. Il y a beaucoup de choses aussi qui se font de plus en plus des marques à l'international qui vont se faire, mais après ça aussi, on n'a pas vraiment touché encore à ça, mais un défi de notre milieu aussi, c'est que maintenant, on veut tout hier. On ne le veut pas dans 3 jours, on le voulait hier. Donc, malheureusement, souvent, il y a des projets où moi, je suis comme, ben, j'ai pas le temps de commander. Puis, on a beau avoir des services extrêmement rapides maintenant, il y a certaines compagnies qui n'offrent pas ce service-là. Et encore une fois, la pandémie a ralenti beaucoup de choses de ce côté-là. Donc, c'est un grand enjeu, mais c'est une réalité qui est là. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là avec des gens de toutes formes, de tous âges et tout ça. Donc, je pense que c'est important, en tant que styliste, d'être capable d'habiller tout le monde, puis de trouver comment rendre tout le monde à sa juste valeur, en fait. Là. Oui, Louis, je pense que tu voulais dire quelque chose. Oui, je pense que cette pandémie ou pas, je pense que ça a toujours été là. C'est le nerf de la guerre pour la diversité corporelle. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut être créatif puis il faut être ouvert. Je pense que les personnes qui ont plus de rondeur, qui ont plus de présence au corps, veulent maintenant avoir accès à de la mode. Puis moi, c'est comme un petit peu ma spécialité, c'est que j'habille vraiment toutes les silhouettes. Et puis, c'est important de leur faire comprendre qu'il y a des choses que oui, elles peuvent porter, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas porter. Bien, pas qu'ils ne peuvent pas, mais que ça ne va pas les avantager. Comprends-tu? Des fois, comme je parlais, j'interviewe dans mon livre justement Isabelle Boulay qui fait 5 pieds, même pas 4 pieds 9. Et plus, elle dit, Louise, elle dit, moi, j'aimerais ça, avoir des grandes choses. Mais elle dit, il faut à un moment donné que je fasse un deuil de ça. Alors, c'est de faire comprendre à la personne que parfois, il y a des choses on doit juste faire un deuil. On peut l'essayer, avoir du fun. C'est un look, mais il faut l'accepter que c'est un look. Et si tu veux vraiment avantager ta silhouette, peut-être aller vers une autre ligne, que le pantalon très, très large, par exemple, si on fait 5 pieds puis on est ronde, peut-être que c'est pas pour toi. Oui, ça va être pour toi si tu l'agences d'une certaine façon, mais ça va être un look. Si vraiment tu veux peut-être avantager, peut-être qu'il va falloir avoir le pantalon un petit peu plus droit, avec là, la chaussure, tout ça, il y a un équilibre à aller chercher. Comprends-tu? Alors, je pense que au niveau de l'approvisionnement, c'est sûr que il faut être présentement, il faut, comme disait Simon, il y a des délais. Maintenant, on n'a plus tout ce qu'on a. Aussi, il faut remonter, c'est que là, ce qu'on a présentement, ça a été dessiné pendant la deuxième vague, puis ça a été choisi pendant la deuxième vague, ça a été dessiné avant, mais là, ça remonte. Tu remontes au filage, jusqu'à la création du tissu. Tu sais, ça commence de loin. Là, il y a au moins 10 étapes, il y a 10 mains avant que ça arrive dans ta garde-robe. Donc, fait que donc ça, au niveau de l'approvisionnement, c'est un petit peu plus dur. Donc, c'est un peu plus dur dans toutes les tailles, mais que ça soit taille plus ou taille ordinaire. Oui, bien, la diversité, effectivement, on a parlé de la diversité de taille, mais une diversité vers quoi je veux vous demander en terminant, parce que je me rends compte que le temps passe beaucoup trop vite, c'est que de plus en plus, on voit de la neutralité dans les genres. Simon, je pense que c'est quelque chose à quoi tu es habitué parce qu'on t'a vu travailler avec beaucoup de créateurs qui vont vers ça. Cette nouvelle façon qu'on peut dire de s'habiller où c'est beaucoup plus flou, les genres, est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez tous les deux dans votre travail de manière tout à fait naturelle ou est-ce qu'il y a une adaptation à faire par rapport à ça? Je me demande parce qu'il y a vraiment pour moi en ce moment, je ne dis pas que ça a commencé cette année, mais en ce moment, ce flou-là est devenu
beaucoup plus naturel, mais ça ne veut pas dire que ça s'adapte aussi facilement dans le travail. Donc, je me demande pour vous comment ça se passe. Ben, en fait, moi, ce que je trouve, ce que je dis beaucoup, je pense qu'une personne qui a beaucoup amené la conversation là-dessus a été Jonathan Van Ness, en fait, qui est dans l'émission Queer Eye sur Netflix. Puis moi, c'est un sujet dont on nous parle beaucoup. Moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a vraiment bloqué. Il y a des années, je portais des jupes. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a... Moi, ma définition de mon style est de juste porter ce que j'ai envie de porter. Je reviens, comme disait Louise, ce qui m'avantage et ce qui me fait bien, par exemple. Je pense qu'il faut être intelligent là-dedans, mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'a bloqué. Puis là, on le voit beaucoup dernièrement. Puis moi, ce que je trouve, du point de vue d'un styliste, puis peut-être que Louise pourra corroborer là-dessus, mais moi, ce que je trouve difficile, c'est que quand je vois beaucoup des gens qui ont un corps qu'on définirait d'un corps masculin, d'hommes, des fois vont porter des vêtements qui sont de la garde-robe féminine, puis la construction d'un vêtement qui a été fait pour une femme, dit de façon très conservatrice, en fait, là, des fois, ne fera pas bien à un homme. On a une pince de poitrine, on a un espace pour des hanches, qu'un corps, disons, propre, homme, n'aura pas. Donc, moi, ça, c'est comme, il y a comme une espèce de catch-up en ce moment qui est à se faire dans l'industrie. On en voit de plus en plus là, des lignes qui sont faites pour essayer d'être vraiment neutre au niveau du physique qui est habillé. Parce qu'en fait, c'est ça, il y en a presque plus vraiment de règles. Moi, c'est là que je mets la ligne, en fait, souvent par rapport à ça. C'est juste le fait que, moi, je dis tout le temps, je reprends l'exemple de Jonathan Van Ness. Si quelqu'un visuellement, nous, on le définit comme un homme, elle a un corps d'homme, porte une grande robe pour être dans un gala, moi, j'ai aucun problème avec ça. On s'en fout, mais il faut juste qu'elle fasse bien, par exemple. Il faut qu'elle soit faite. Je dirais ça de n'importe qui, en fait, peu importe le genre dans lequel on se définit, nous, comment je peux dire ça, notre critère premier, c'est qu'un vêtement fasse bien. Après ça, qu'on dise que ce vêtement-là est défini pour une femme ou pour un homme ou quoi que ce soit, moi, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment arrêté. Puis, on parlait tantôt de Canuck. Puis très tôt chez Canuck, on pourrait dire « Ah, c'est des grands manteaux ». Mais ça reste que nous, les clients ont été déjà très... puis je dois saluer la direction artistique de Annie Horth dans leur campagne et tout ça. On a très tôt mis des manteaux hommes sur les mannequins femmes parce que qu'est-ce que ça fait? On s'en fout. Pourquoi pas? Mais c'est ça, je pense que ça reste que c'est plus, moi, c'est pas nécessairement un échou, mais je dirais que ce qui nous bloque, je pense, en ce moment dans ce truc-là, c'est surtout justement la construction du vêtement, en fait, que les métiers, de plus en plus, il y en a plein, là, des collections neutres, unisexes, quoi que ce soit. Puis heureusement, en fait. Puis je pense que Louise, tu es d'accord, hein, tu as l'air d'acquiescer avec le fait que toi, c'est pas ça qui te bloque, c'est vraiment le fait qu'il faut que l'industrie réussisse à offrir des vêtements qui vont bien. Moi, Lolita, dans les années 90, j'habillais déjà des hommes en femmes. Puis j'avais tellement de problèmes parce qu'il y avait des gros chaussures, des grands pieds. Fait que pour moi, effectivement, c'est ça. C'est juste, il faut trouver juste le fit, mais qu'il soit habillé en homme, en femme pour moi. Puis même, j'aimerais que les vêtements qu'on dit non-genrés soient encore plus poussés, que ce ne soit pas juste des t-shirts puis des matières carrées. J'aimerais ça qu'il y ait encore plus de fantaisie dans ça. Puis c'est ça qu'on retrouvait dans le prêt-à-porter. Quand on disait l'unisexe dans les années 70, c'était homme-femme, mais il y avait quand même une différence. Il y avait des petits détails plus fun. Fait que j'aimerais que les vêtements non genrés maintenant viennent de plus en plus poussés et viennent de plus en plus personnels. C'est vrai personnalisés. C'est vrai que qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est effectivement très sans forme, là, pardon. Base. Mot, là, très de base. Basique. C'est des basiques. Ouais, donc, il va falloir que... Oui, vas-y, Simon. Je veux dire, le meilleur exemple, c'est que moi, en fait, cet été, j'ai porté beaucoup de jupes. Puis, en fait, ça a été beaucoup des jupes que j'ai achetées, des jupes du côté, dans le département femmes. Mais encore une fois, j'ai dû prendre des tailles plus grandes. Mais plein de petits détails. Je veux dire, une fermeture éclair sur le côté, moi, je porte jamais ça parce que c'est
habituellement, c'est classiquement dans un vêtement pour femme. Donc, tu sais, la coupe n'est pas encore là, puis l'approvisionnement, puis aussi, on s'entend qu'il y a une braquette de prix. Tu sais, il y a des grands designers qui vont faire des trucs, qui vont faire des jupes, tu sais, tout ça, qui vont être adaptés plus à une silhouette masculine. Mais des fois, bon, c'est un truc de budget aussi qui est pas là. Mais comme, c'est ça, je pense qu'il y a, encore une fois, je collabore du même côté que Louise là-dessus. Je pense qu'il y a un trou dans le marché en ce moment de se trouver des vêtements. Même moi, je me cherchais une robe cet été, puis de trouver une robe où les proportions, puis il n'y a pas de pince à la poitrine, même peut-être qu'il y a des poches dedans, parce que, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça que l'industrie n'est pas encore rendue là, puis pourtant, le mouvement est là. Il y a plein de gens qui veulent aller là. Donc, il faut... c'est ça. Je pense qu'on est encore dans On le bâtit tranquillement, puis je pense que ça va venir parce que la demande est là. Mais en tout cas, je suis contente qu'on ait pu quand même aborder cette question vite parce que moi, j'ai souvent pensé que pendant trop longtemps, il y avait des règles qui nous étaient imposées dans les magazines. On disait, par exemple, comment porter une telle tendance à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et ça a bloqué, je trouve, les gens. Le type d'émission qu'on retrouvait était très, très, très corrective par rapport à comment les gens s'habillaient. Puis je trouve ça bien de voir que cette liberté-là, qu'on pourrait peut-être se dire, oui, mais si tu travailles avec un styliste, il va te donner des règles. Non, ce n'est pas vrai, c'est que vous allez réussir à trouver à travers ces règles-là, pas de donner des règles à quelqu'un, de l'empêcher, mais de dire, tu veux ça, allons vers là. Tu vas quand même l'avoir, mais juste emmener la personne vers où elle devrait aller. Puis ça, je trouve ça chouette de pouvoir le dire. Lolita, une des grandes questions qu'on me pose souvent, oui, mais là, est-ce que je peux encore porter ça à mon âge, même qu'on ait 30 ans, qu'on ait 50 ans, 60 ans? C'est vraiment une des grosses questions. Puis je me dis, écoute, si tu te sens bien, peu importe, c'est juste une façon de le porter. Je pense que si tu te sens bien dans le vêtement que tu portes, go! Fait que c'est ça maintenant, c'est ça qui est extraordinaire. La mode est vraiment rendue, il n'y a plus de dictats comme on avait avant. C'est vraiment nous qui les mettons, nos dictats. Puis s'il y a un problème avec ce que tu portes, bien, le premier problème, ça part de là. Et des règles qu'on nous a imposées pendant beaucoup trop longtemps. En tout cas, merci. C'est ça, mais ces règles descendent. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup, Simon, pour votre générosité, pour votre expertise. Je veux rappeler à tout le monde que si vous voulez suivre le travail de Simon et de Louise, bon, je vous renvoie vers leur compte Instagram parce que de là, il y a souvent moyen de se rendre à tout ce qu'ils font d'autre. Donc, c'est leur nom, Simon Venn, Louise Labrec, sur Instagram. Merci beaucoup pour votre temps. Je fais un petit coucou à Mademoiselle Jerry. Merci quand même d'avoir voulu participer à la discussion. Puis comme je te disais, plutôt, on va se reprendre. Et je veux terminer par vous remercier, vous, le public, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez trouvé ça aussi passionnant que moi. Et je veux vous inviter, donc, suite à cette conférence, à regarder, en fait, les Fashion Films d'une quinzaine de créateurs qui participent à Fashion Preview. Parce que, comme vous savez, Fashion Preview est devenu numérique justement à cause de la situation, mais le résultat est vraiment très beau. Vous allez voir une quinzaine de créateurs et aussi une vidéo, une fashion film du Cégep Marie-Victorin qui participe. Et c'est vraiment, je vous dis, une édition très forte en images marquantes, en messages inclusifs. Et c'est beau de voir comment on peut arriver à une mode plus tolérante. On en a discuté avec vous deux à travers ces images-là que vous allez pouvoir découvrir. Donc, restez sur le site, allez voir les Fashion Films. Et une dernière fois, merci Simon, merci Louise pour votre temps. Je vous souhaite plein de projets. Bye-bye tout le monde. Bye, je vous souhaite plein de projets passionnants dans les prochains mois. Merci. Merci, au revoir.